Bonjour à tous, ici Pierre Lemonde, président du CORIM. Bienvenue à ce rendez-vous en ligne. Nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui le président du Conseil mondial de l'énergie, M. Jean-Marie Daugé. Bonjour, M. Daugé, vous allez bien? Bonjour, merci, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre présence est vraiment appréciée. Vous nous parlerez au cours de cette visioconférence des nouvelles réalités énergétiques mondiales. Il sera notamment question des enseignements et des conséquences de la pandémie dans le domaine de l'énergie, des impacts de la chute des cours du pétrole et de la poursuite d'une transition énergétique durable. Pour animer cette discussion, nous avons avec nous la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu. Bonjour Sophie. Bonjour à vous deux. Je vous remercie également d'avoir accepté de jouer ce rôle, c'est très apprécié. Et sans plus tarder, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur Lemonde. Jean-Marie, c'est un plaisir de vous accueillir de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je pense qu'il serait utile que l'on prenne quelques instants pour planter le décor et que vous nous expliquiez en quoi consiste le Conseil mondial de l'énergie. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bien, ben écoutez, merci et bonjour à vous aussi et merci de votre invitation. Je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le Conseil mondial de l'énergie est une organisation qui a été créée en 1923. Donc c'est une vieille dame, si j'ose dire, qui est une association à but non lucratif, c'est une charity anglaise, puisque son siège est à Londres, et qui traite et qui couvre la totalité des spectres de l'énergie. C'est une association qui est composée d'environ 3000 membres dans 90 pays, et les membres sont des grandes entreprises, des gouvernements, des consommateurs, des milieux universitaires, des experts, des leaders et des personnes qui sont actifs dans le domaine de l'énergie. Alors, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que nous sommes neutres. C'est-à-dire que nous sommes neutres et indépendants. Nous sommes une des rares organisations complètement transverses et internationales, mais nous sommes la seule qui soit vraiment totalement indépendante et neutre. Quand je dis neutre, c'est-à-dire que nous ne défendons pas particulièrement telle ou telle source d'énergie, nous regardons les problèmes énergétiques d'un point de vue global. Voilà, donc c'est une plateforme d'échange entre ses membres et d'autres, et qui produit des études régulières, des études ponctuelles, qui organise des événements thématiques entre ses membres, qui est une espèce de plateforme de coopération, et puis qui fait un grand congrès tous les 3 ans, et notamment il y a 10 ans, on était venu à Montréal pour ça. Et c'est vraiment un événement qui est, je peux le dire, le plus important dans le domaine de l'énergie au niveau mondial, puisqu'on est une structure mondiale. Et enfin, notre mission aujourd'hui, ou la mission qu'on s'est donnée aujourd'hui, c'est de promouvoir tous les systèmes de fourniture d'énergie de façon à assurer d'une énergie qui soit accessible, stable et sécurisée, si je veux dire, et soucieux de l'environnement pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. En un mot. Alors, Jean-Marie, le Conseil mondial a une vue justement mondiale, très globale des choses. Dans l'espace-temps, on peut dire que ce que nous avons vécu est éminemment récent. Mais déjà, je suis certaine que le Conseil mondial et vous personnellement avez un rapport d'étonnement de l'impact de la pandémie sur la posture mentale des consommateurs à l'égard de l'énergie, sur la posture mentale des fournisseurs d'énergie. Quelle est, à votre avis, la plus grande conséquence de cette pandémie sur le secteur énergétique? Alors, c'est une question évidemment très compliquée et en plus sur laquelle on n'a pas encore beaucoup de vision, parce que nous avons mis en branle un système de suivi de cette situation dans tous les pays où nous avons des membres. Et donc, on a commencé à avoir quelques indications, mais c'est plutôt des questions que des certitudes. Alors, bon, je ne veux pas, c'est pas à vous, je vais rappeler qu'on traverse une crise qui est absolument sans précédent. Et qui est loin d'être terminé, sur le plan sanitaire d'abord, parce que rien ne dit que la messe est dite, si j'ose dire. Les choses s'arrangent dans certains pays, mais dans d'autres pays, ça reste encore très difficile. Et il n'y a en gros pas de certitude qu'il n'y ait pas une deuxième vague qui s'annonce derrière la première. Et malgré les espoirs qui sont mis sur les vaccins, on en est loin d'être là.
Et surtout, l'impact économique, et donc sur l'énergie, est considérable. Considérable. L'effondrement du PNB mondial est évidemment variable selon les pays, mais est du jamais vu. Donc, on compte cette année sur au moins 8% de points de PNB en moins, ce qui aura des conséquences absolument dramatiques dans un certain nombre de secteurs. Donc, les conséquences sur le système énergétique sont, comme je l'ai dit, un peu incertaines, d'autant qu'il est quand même plus facile d'arrêter un système que de le faire redémarrer en général, c'est ce que les ingénieurs savent tous. En tout cas, bon, il y a peut-être quelques éléments à indiquer. Le premier élément, c'est d'abord que les systèmes énergétiques ont fonctionné. C'est pareil trivial, mais il faut quand même le rappeler que l'électricité s'est pas éteinte dans la plupart des pays, alors qu'il y a eu quand même un certain nombre de difficultés d'approvisionnement matériel, etc., etc. Ça, c'est la première remarque que je veux faire, même si c'est peut-être une des rares qui soit un petit peu optimiste. Le deuxième chose, c'est que tous nos membres, enfin pas tout le monde, une grande majorité de nos membres disent que le retour à la normale sera long. Sera long, c'est-à-dire, alors long, c'est plus d'1 an, mais quand on interroge les experts un peu économiques, tous disent que quand même ça va durer, l'impact va être dramatique, voire très important, au moins jusqu'à l'année 2022, même si la fin de l'année 2021 devrait redémarrer. Donc ça, c'est la première chose, ça va être long, avec en résultat des impacts économiques majeurs et des impacts économiques et surtout de la dimension financière que ça va créer. Alors, la deuxième chose, c'est que le comportement des consommateurs va être aussi un peu un mystère, c'est-à-dire qu'à la reprise, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont consommer ce qu'ils n'ont pas commencé à consommer avant? Comment ça va se passer? Ça, c'est une incertitude. Ce qui paraît quand même s'avérer, c'est qu'il y aura dans beaucoup d'endroits une reconsidération des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement. Un des enseignements de cette crise, de façon globale, c'est une redécouverte et la dépendance internationale qui existe dans tous nos systèmes. Et je pense que les questions vont se reposer sur les relocalisations de certaines activités et sur la façon de gérer certaines des chaînes de valeur et d'approvisionnement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y aura dans les années qui viennent une modification de la structure de la consommation d'électricité, au moins à court terme. L'impact sur le secteur industriel va se traduire par une modification des courbes de charge. Enfin, ça, c'est des éléments techniques, mais la consommation ne retrouvera pas son profil totalement courant après. D'ailleurs, je pourrais dire, on peut dire de façon normale, on dit le retour à la normale. En fait, personne n'est capable de dire ce que sera la nouvelle normalité. Et ce ne sera probablement pas la normalité d'avant. Alors, à plus long terme, je pense qu'apparaît à l'évidence quelque chose qui va toucher à l'analyse des vulnérabilités de nos systèmes énergétiques, une réévaluation d'un certain nombre de choses. J'ai parlé de la relocalisation, mais je pourrais évoquer, par exemple, au moins au niveau des politiques nationales, une considération qui va être donnée de nouveau au rôle du pétrole, mais ça, j'ai compris qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais la dépendance du système énergétique de certaines sources d'énergie sera certainement questionnée d'une certaine façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que les gouvernements, les entreprises, tout autant qu'elles sont, vont donner une attention accrue à tout ce qu'on appelle les phénomènes de résilience, de résistance au changement, de résistance aux crises. Que ce soit des crises climatiques ou des événements climatiques, que ce soit des crises comme celles qu'on connaît, ou que ce soit des risques, par exemple, de sécurité, notamment informatique, puisque une autre conséquence de cette crise, je pense, ça va être d'accélérer la digitalisation de nos systèmes énergétiques de distribution et de production encore davantage. Beaucoup de nos membres, si ce n'est tous nos membres, nous disent qu'ils ont appris de la crise qu'il fallait plutôt appuyer sur l'accélérateur que sur le frein en matière de digitalisation. Et que tout ce qu'on a expérimenté et tout ce qui nous a peut-être manqué dans ce domaine sera probablement comblé assez vite. La grande inconnue, au fond, aujourd'hui, c'est deux choses. C'est la capacité des acteurs économiques que sont les entreprises à investir au niveau qu'il faudrait. Parce que la crise aura une dimension financière qui sera importante, et donc aurons-nous collectivement les moyens de repartir dans la croissance et notamment les investissements.
même avant la crise, les besoins d'investissement identifiés étaient déjà considérables, ne serait-ce que pour maintenir l'outil existant et développer la demande, la couverture de la demande. Un chiffre, mais rien que pour la seule production d'électricité, sans parler même des autres énergies, les chiffres qu'on a en tête étaient que les besoins d'investissement étaient de l'ordre de 700 à 900 milliards de dollars par an. Donc, première incertitude, est-ce que le système pourra générer les investissements dont on a besoin? Et je pense que la deuxième incertitude tient à la manière dont les politiques de relance qui sont mises en place un peu partout, quel sera leur contenu énergétique? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que les plans de relance gouvernementaux qui vont être faits ici ou là, ou au niveau régional ou au niveau national, ou même plus largement, est-ce qu'ils auront un contenu énergétique qui favorisera la transition énergétique ou non? Et ça peut être un élément tout à fait déterminant. Avant la crise, un certain nombre de pays, de régions, s'étaient très largement impliqués dans la transition énergétique. Que ce soit des entreprises d'ailleurs, ou que ce soit des ensembles politiques. L'Europe a fait le choix d'une transition énergétique relativement active. Eh bien, est-ce que la crise qui va suivre la pandémie permettra le maintien de ces politiques, les accélérera ou non? Je pense que ça, c'est une variable qui sera très, 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 très importante. Et quelle est votre intuition, Jean-Marie, à cet égard? Écoutez, je dois dire que je suis un peu circonspect là-dessus, mais si je devais dire vraiment qui n'est pas, encore une fois, avec beaucoup de prudence, je pense que l'importance, le poids des problématiques de résilience va être plutôt accru dans toutes les réflexions stratégiques sur l'énergie. Et de ce fait, la transition énergétique vers plus grande diversité de production, vers, enfin, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais je pense que cette préoccupation de la résilience de nos systèmes économiques et énergétiques, va plutôt pousser vers une accélération de ce qu'on appelle la transition énergétique, comme on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des raisons de penser que les politiques de transition énergétique ne seront pas mises de côté, partout en tout cas, et que notamment les politiques de décarbonisation, d'une certaine manière, ou la réduction du poids des hydrocarbures, etc., va continuer, et peut-être avec plus de vigueur, mais encore une fois, je pense que le doute vient essentiellement de la capacité des gouvernements, des entreprises à soutenir le besoin d'investissement qui est, comme je dis, considérable. Mais au fond, je pense que vous savez, de toutes les crises naissent des opportunités. Ouais. Et la difficulté qu'on a quand on est au milieu de la tempête, c'est de déterminer quelles sont les opportunités qui s'ouvrent et celles qui ne s'ouvrent plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de réfléchir intensivement à ça. Mais est-ce qu'on reviendra à la situation ex-ante? Je ne pense pas. Je pense que le système sera dans une nouvelle mutation. Avant que l'on passe, et le temps file, là, mais avant que l'on passe aux conséquences pour l'industrie du pétrole, puis aux causes qui précédaient la pandémie sur l'évolution des cours, la place du pétrole par rapport au développement des énergies renouvelables et la transition énergétique, avant qu'on aille là, quelques mots sur la capacité des gouvernements et des entreprises qui détiennent les grandes infrastructures énergétiques de concilier leur désir d'autarcie, leur instinct de tout avoir chez eux et la nécessité pour des considérations de finances publiques de travailler ensemble transfrontières. Comment voyez-vous la posture mentale des gouvernements et avez-vous, par exemple, un regard sur ce qui peut se passer dans la communauté économique européenne, voire sur le continent nord-américain? Alors, oui, mais vous avez raison de poser cette question parce que je crois que c'est un sujet extrêmement important. Pour la raison suivante, c'est que ce que j'appelle et ce que nous appelons la fragmentation du monde est en cours depuis déjà un petit moment. Les
cette fragmentation, alors je parle de l'énergie ici, cette fragmentation, le fait que le monde soit moins fluide et moins uniforme d'une certaine façon, et moins coopératif, ça c'est quelque chose qu'on observe, ça ne date pas de la pandémie, mais on observe ça déjà depuis quelques années. Cette fragmentation, c'est évidemment politique, on voit tous les grands conflits entre guillemets commerciaux, la Chine, les États-Unis d'Amérique et j'en passe et d'autres. Ça, c'est le côté politique des choses. Mais il n'y a pas que le côté politique. La technologie, l'émergence du renouvelable, par exemple, qui est une énergie répartie, l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène sur les marchés, fait que, petit 1, il y a une contestation croissante de tous les systèmes centralisés, et on voit émerger de nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas avant, notamment des communautés qui se regroupent autour notamment des énergies renouvelables, mais pas uniquement. Et puis d'autre part, évidemment, de nouveaux acteurs. Donc cette fragmentation, elle rend la coopération de plus en plus difficile, moins facile, les échanges moins fluides. Le fait de se mettre, partager nos points de vue, c'est plus difficile. Or, nos modèles montrent quand même que moins le système global est coopératif, moins il est efficace. C'est tout bête, d'ailleurs, c'est au fond, on va presque s'en douter comme ça. La concurrence est évidemment hautement souhaitable puisqu'elle est un stimulant à l'innovation, mais le fait qu'il y ait moins de coopération ralentit la diffusion de la technologie et au fond ralentit la croissance et ralentit la diffusion des bonnes pratiques. Donc la fragmentation du monde ne peut pas être regardée d'un point de vue énergétique comme une bonne solution parce que au fond, on foutait les choses comme ça. L'avenir est formidablement incertain. Quelles sont les technologies qui vont véritablement émerger à la fin? Mais en tout cas, il va falloir faire des efforts considérables dans la recherche, dans le développement, dans l'investissement. Et donc, les risques vont être très sensiblement plus importants, notamment le risque financier. Et les coopérations internationales, ou les coopérations même pas internationales, mais aussi les coopérations entre les communautés nationales ou régionales, entre les pays, c'est ce qui permet quand même de réduire le coût de la transition et d'accélérer les choses. Et de réduire les inégalités qui vont croître, parce qu'il ne faut pas croire que la transition énergétique va forcément et naturellement amener un monde plus juste. C'est pas vrai. Donc, tout ce qui nous éloigne de la coopération, probablement nous ralentit la diffusion des bonnes pratiques et le partage des expériences et des technologies. Donc, ça a un impact négatif sur la croissance, c'est incontestable. Jean-Marie, si vous voulez bien, on va passer maintenant du côté pétrole de l'équation. Avant la pandémie, on a connu une chute très importante des cours du pétrole. Vous allez nous expliquer ça un petit peu. Et il serait intéressant pour nous d'avoir votre pensée sur ce que j'appellerais la financiarisation du monde de l'énergie et sur le mouvement de désinvestissement des grands fonds de pension, notamment dans l'industrie du pétrole. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir de cette industrie? Évidemment, je ne vous demande pas de prédire l'évolution des cours parce que ce serait à moins que vous vouliez vous lancer, mais c'est beaucoup plus sur la tendance lourde. Est-ce que vous voyez une industrie qui va être très résiliente pendant très longtemps ou est-ce que vous voyez une industrie qui va s'affaiblir par le monde de la finance avant le monde de la consommation? Alors bon, ça c'est la question des investissements que vous posez. Alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que même ces grandes firmes, même les grandes firmes pétrolières, finalement ont des comptes à rendre au pays dans lequel elles travaillent et que la pression qui s'exerce sur elles, y compris par le biais des financements, s'accroît. Il y a aujourd'hui des grands fonds d'investissement qui mettent des conditions, notamment liées aux activités et des impacts environnementaux des entreprises, qui exigent qu'un certain nombre de choses soient faites, et leur poids va croissant.
Ceci étant, jusqu'à présent, l'argent ne manquait pas dans le monde. On ne peut pas dire que ce sujet est pesé en tant que tel sur le secteur. Ce qui peut peser sur le secteur, c'est leur capacité de mobiliser demain les financements tout à fait nécessaires. Mais je crois quand même le fond avec l'industrie pétrolière, et comme vous dites, date d'avant la pandémie, est que le mouvement vers une société moins carbonée est un mouvement extrêmement puissant. Il est variable selon les pays, il est évident que, mais il est extrêmement puissant et il s'exerce aussi dans des pays producteurs. Parce que la vulnérabilité au pétrole s'exerce à l'envers chez les pays producteurs également. C'est-à-dire qu'on voit bien l'extrême volatilité des prix, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Et donc, cette volatilité n'est profitable à personne. Mais indépendamment de ça, je suis surpris de voir, nous avons fait notre dernier congrès à Abu Dhabi, pays quand même hautement pétrolier, et j'étais surpris de voir tous les ministres saoudiens, des Émirats, etc., parlant de l'après-pétrole, pour leur pays. Donc c'est un sujet sur lequel, à mon avis, plus personne ne peut échapper. Et donc, pour les sociétés pétrolières, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Le pic pétrolier est atteint, ou sera atteint dans le courant de cette décennie, probablement, et l'agenda climatique, si j'ose dire, s'installe dans le paysage durablement, me semble-t-il. Et c'est le fait d'une opinion publique, de générations les générations plus jeunes sont beaucoup plus sensibles à ça, et donc les pressions sont réelles vers une décarbonisation plus poussée. Alors il y a un paradoxe là-dedans, c'est que l'électricité, la production d'électricité est destinée à passer progressivement à autre chose que le pétrole. Le charbon a probablement disparaître de ce secteur et le pétrole aussi. Le pétrole étant au fond essentiellement à long terme réservé aux usages du transport. Mais il y a un paradoxe, c'est que si les compagnies pétrolières ont tout intérêt à s'impliquer dans la décarbonisation, y compris de leurs propres usages, et notamment de s'investir massivement, me semble-t-il, dans les techniques de stockage et d'extraction du CO2, pour s'assurer un futur. Dans le même temps, dans tous les scénarios qu'on peut faire, le pétrole et les hydrocarbures de façon générale couvrent encore près de 2/3 des besoins à l'horizon 2040, voire 2050. Donc le pétrole est là pour longtemps. Sa part va décroître, relativement décroître, ça c'est à peu près, si on peut dire certains, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est à peu près donné. Les besoins de la planète augmentent en énergie de façon générale, donc en volume, la décroissance sera plus forte, mais elle interviendra. Donc le paradoxe, c'est qu'on va encore avoir besoin pendant très longtemps de pétrole. Les solutions vers notamment le transport sont comme très difficiles à mettre en œuvre bon, on pourra peut-être en parler si vous voulez, mais ça va prendre quand même de toute façon beaucoup de temps. Mais il y a un enjeu de décarbonation aussi de la filière pétrolière. Et je pense que c'est ce paradoxe qu'on a, c'est que le pétrole va être moins important dans le futur, mais ce futur est probablement assez lointain, mais que le secteur pétrolier ne peut pas échapper à se poser des questions. D'ailleurs, et à travailler sur ces domaines. D'ailleurs, vous avez remarqué que certains grands groupes pétroliers, par exemple, je ne veux pas les citer, mais que ce soit BP, Shell, etc., se sont fixés des objectifs de réduction de leurs émissions nettes, y compris d'ailleurs ceux de leurs propres clients, qui sont extrêmement sévères. En Europe, encore une fois, je prends l'exemple de l'Europe, mais ce n'est pas que l'exemple de l'Europe, je pourrais citer la Californie, où peu de temps avant la pandémie, même encore, on voyait monter une pression assez forte des opinions publiques et de certains milieux politiques ou gouvernementaux vers un objectif de net zéro émission à l'horizon 2050. Donc, ce fait-là, il est extrêmement puissant.
Voilà. Alors, ceci étant, je crois qu'il y a une autre raison qui va jouer aussi dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a pas de raison, et on le voit déjà, de penser que les énergies alternatives ne continuera pas à gagner en compétitivité. On peut dire qu'aujourd'hui, les énergies éoliennes et solaires sont déjà ou se rapprochent considérablement. Voilà. Donc, je crois que la part du pétrole est destinée à baisser, mais ce sera lent parce que c'est comme ça et qu'on ne change pas d'un système à un autre du jour au lendemain. Et je pense d'ailleurs que, pour terminer sur ce sujet, que il faut être, quand on est en charge d'une stratégie énergétique, il faut prendre garde justement à ne pas enterrer trop vite les solutions d'aujourd'hui. Parce que toutes les transformations, surtout de cette importance, qui sont considérables, ne peuvent pas se faire en un jour, elles ne sont pas supportables. Alors, vous touchez là, Jean-Marie, justement, une des questions du public. On va basculer vraiment dans la transition. Vous évoquez ce que les gouvernements doivent ou ne doivent pas faire. Alors, sous le thème, disons, de la transition énergétique, on a deux questions. Une qui a été posée par M. Poissonnier de Desjardins et une par Mme Perrin-Levasseur de Développement économique Canada. Et essentiellement, les deux recoupent une idée assez similaire. D'abord, quel est le boulot présentement là, des gouvernements post-pandémie, alors qu'ils réfléchissent à leurs investissements pour justement assurer cette transition-là? Et est-ce que vous croyez que les gouvernements vont réussir et que les accords de Paris peuvent être atteints sans qu'il n'y ait de contraintes réglementaires? Alors, je vais mettre ça dans mes mots. Est-ce que le gouvernement doit utiliser le bonus, le malus ou les deux? Alors, d'abord, je vais répondre à la question, mais je vais y arriver un peu par un biais. D'abord, nous avons, au Conseil mondial de l'énergie, on a une vision des politiques énergétiques qui, en gros, se résume à ça, en disant très simplement. Une bonne politique énergétique, c'est une politique qui réussit à équilibrer trois objectifs qui sont, au fond, assez contradictoires, qui sont assurer la stabilité et la sécurité des systèmes. Deuxièmement, assurer la soutenabilité environnementale des systèmes énergétiques. Et troisièmement, assurer une certaine équité. J'entends par équité le fait que l'accès à l'énergie soit quand même possible pour tous. Ces trois objectifs sont contradictoires. Alors, il faut les rendre contradictoires et il faut maximiser chacune de ces dimensions. Alors, ayant dit ça, premièrement, les objectifs aujourd'hui, je dirais, sont probablement deux choses. Premièrement, pour réussir cet équilibre, il faut probablement, comme je l'ai dit, faire attention à ne pas privilégier ou fermer une option trop tôt. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il ne faut pas négliger les options ouvertes parce qu'elles doivent toutes rester ouvertes. La deuxième, c'est que la diversification des sources d'énergie est nécessaire dans tous les cas de figure. Deux, qu'il faut continuer massivement les efforts de recherche parce qu'on en a infiniment besoin, notamment dans le stockage de l'énergie et dans l'hydrogène, sans doute dans le nucléaire également. Et donc, comme je dis, pas se détourner trop vite des situations actuelles. Et puis surtout être réaliste sur le calendrier. Alors ça, si vous me permettez, je dirais juste en passant la chose suivante. On fait des exercices de scénario énergétique à long terme dans différentes configurations. Enfin, ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, les regarder sur nos sites et sur les accessibles. Les derniers qu'on a fait, on est en train de les réviser, mais datent à 2019. Pour le dire simplement, on n'a pas trouvé de scénario qui permettait d'atteindre l'objectif des accords de Paris en temps et en heure. C'est-à-dire qu'il y en a certainement, mais il me semble quand même qu'atteindre les 2 degrés, voire les 1,5 degré aux horizons qu'on a fixés est quand même un challenge considérable. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas possible, mais en tout cas, on peut s'en approcher, mais y arriver, ça paraît quand même
extrêmement ambitieux. Alors ensuite, deuxième pour ça, quel est le rôle des gouvernements? Je pense que le rôle des gouvernements est quand même majeur dans les circonstances actuelles. À la fin, c'est quand même les choix, alors que ce soit des choix démocratiques ou non, mais les choix sur la vision des systèmes énergétiques à long terme sont des choix politiques, qui soient faits d'une façon ou d'une autre. Donc le rôle des gouvernements comme représentants de leur population, c'est quand même de donner la direction, vers quoi on va. Et je dirais, on a toujours dit la chose suivante, c'est aux politiques qu'il appartient de dire vers où on va, et c'est aux entreprises de dire comment on y va. Donc, je crois qu'il y a une place qui doit rester très importante au marché, et c'est le marché qui doit, et les acteurs du marché qui doivent déterminer les façons d'arriver aux objectifs, mais évidemment les gouvernements ne sont pas remplaçables pour fixer les grandes lignes des objectifs et à quoi en réaliser, parce que de toute façon, il y a des paramètres que les marchés ne sauront pas prendre en compte, ils ne savent pas prendre en compte. Des questions de sécurité, quel est le niveau de sécurité acceptable, des choses comme ça qui ne peuvent pas. Donc c'est un mix entre les deux. Alors ensuite, est-ce qu'il faut, quand on est un gouvernement, est-ce qu'il faut favoriser les taxes, les réglementations ou bien fixer des prix aux produits Là, c'est le choix un peu de chacun. Mais je pense que le marché reste un bon instrument d'allocation et d'optimisation des moyens. Mais le marché ne se fixe pas d'objectifs. Et donc, le rôle du gouvernement est essentiel. Et j'aurais tendance à penser que les événements actuels ne vont pas nécessairement vers moins d'État pour les années qui viennent dans ces domaines-là. Mais comme vous dites aussi, les États sont parfois pauvres ou indigents, et donc ouais, en fait, mais la coopération entre les États et les entreprises est absolument essentielle. je vous entends bien sur. J'aime beaucoup quand vous dites que fixer la direction et le boulot du gouvernement, déterminer comment il va et le boulot des entreprises. J'en suis venue au cours des dernières années, puis récemment, moi, à penser que malheureusement, le marché ne sait pas faire à court terme ce qui doit être raisonné dans le long terme. Et je ne sais pas trop comment trouver les équilibres pour mettre les acteurs de marché justement à l'œuvre. Écoutez, nous avons dépassé l'heure. Alors, sur cette note, j'ai une demande à vous faire. Et c'est une bouteille lancée à la mer. Évidemment, vous êtes au Conseil mondial de l'énergie, vous êtes partout sur la planète, vous êtes habitué à travailler avec la diversité culturelle, la diversité ethnique, et c'est formidable. Au moment où la planète, les organisations, les gouvernements sont à réfléchir à la suite des choses, il importe plus que jamais qu'on ait accès à la diversité des points de vue. Et cette diversité-là inclut évidemment les minorités ethniques, la diversité culturelle, mais nécessite aussi la présence des femmes au moment où on établit les plans. Aujourd'hui, je constate que nous avons plusieurs femmes qui gèrent des cellules de crise parce que c'est une crise qui touche les citoyens, c'est une crise qui touche les consommateurs, les individus, les employés. Et on s'est tourné spontanément vers les femmes pour diriger bien des cellules de crise. Mais ça va prendre des femmes aussi pour planifier la suite. Et c'est ma petite bouteille à la mer, vous qui avez beaucoup d'influence. Et je constate, quand je regarde la manière dont le Conseil mondial de l'énergie est constitué, que les minorités ethniques, la diversité est tout à fait là, qu'il y a un petit effort à faire autour de votre table pour avoir davantage de femmes au Conseil même et sur les standing committees qui vont diriger justement les réflexions pour le futur. Alors voilà, je suis femme, je suis dirigeante dans le monde de l'énergie. On s'est connus, vous et moi, quand nous étions très peu. Il y en a quelques-unes aujourd'hui, mais là, on a besoin d'avoir des têtes aussi féminines pour réfléchir à la suite. Alors, c'est ma petite demande et ma bouteille à la mer pour vous, Jean-Marie. Et je vous remercie infiniment de votre générosité de temps et de pensée.
et je suis certaine que tout le monde a apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci bien à tous. Merci.